fils, nos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos braves vengeurs. Liberté, liberté chérie. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce live. Bonsoir Théo. Bonsoir, bonsoir Nathan, bonsoir à tous. Donc le premier live du groupe sur une fusée européenne en fait. Donc, Oui, premier Ces live dernières sur, 24 sur heures. Ariane. Ces dernières 24 heures ont été riches en lancement, hein, mine de rien. Mars 2020, Proton hier soir. D'ailleurs Hier, Proton, ouais. donc la mission de 18h qui s'est finie à 17h30. Qui s'est fini tout à l'heure, le lancement d'hier soir. Le lancement le plus long de l'histoire. Et ben on se retrouve maintenant sur Ariane 5. Premier lancement d'Ariane 5 sur le groupe. Donc c'est cool. C'est le lancement de VA, enfin le lancement s'appelle VA 253, c'est VA, c'est vol Ariane, donc c'est 253e vol Ariane depuis la toute première Ariane 1. Hop, alors une seconde. Ok, c'est bon. Donc Ariane 5 qui va être lancé depuis Kourou ce soir pour lancer non pas un, non pas deux, mais trois gros satellites. Alors c'est que je retrouve les satellites. C'est MEV2, Galaxy MEV2, 30. Galaxy 30 et BSat 4B. Je laisse présenter les satellites. Alors MEV2, en fait, on avait déjà entendu parler de Ah oui, MEV1 l'an dernier, c'est Mission Extension Vehicle. Il s'était docké en fait un satellite en géostationnaire qui était à court de carburant, mais donc tout le reste des systèmes fonctionnait normalement. Parce que sans carburant, il peut pas rester à la bonne orbite. Et du coup, là, c'est un petit satellite qui a pour fonction d'avoir du carburant, enfin quasiment que du carburant, et de gérer également l'altitude en fait. Donc c'est la position du satellite sur lui-même par rapport à la Terre. Et donc ça, c'est le rôle de MEV2 qui va voler directement attaché sur Galaxy 30, comme on a vu hier les deux satellites russes. Hein. Là, c'est un peu le même principe. Ils vont mettre les deux l'un sur l'autre directement. Sachant que les deux, c'est Lockheed Martin, donc ils ont conçu ça pour les faire voler comme ça. Galaxy 30, quant à lui, c'est un satellite de communication. Ça remplace les Intelsat. Et donc voilà, c'est un satellite de communication.
C'est le 62e satellite d'Intelsat et le 29e de Northrop Grumman, lancé sur une Ariane. Mais F2, on en a parlé. Et BSAT-4B, lui, c'est un satellite japonais. Et c'est aussi un satellite de communication. C'est un satellite pour la télévision. En fait, Ariane, elle fait souvent ça. Elle lance beaucoup de satellites de télécommunication en orbite géostationnaire. Deux d'un coup, Ouais, des gros c'est la seule à pouvoir satellites. faire ça, quoi. C'est voilà, c'est la seule qui peut emporter deux satellites aussi gros. Euh, l'Atlas, son second étage est trop fragile pour ça, parce que niveau coiffe, elle a la place, mais pour mettre en plus la séparation entre les satellites ou tout, il n'y a pas la place. Surtout qu'il est très fin le second étage. Et la Falcon, bon, elle a juste pas la coiffe. Surtout, elle n'a pas les moteurs pour Même pas aller la en puissance en plus. géostationnaire, hein. Ouais, un seul satellite, oui, mais deux, elle a même pas la Éventuellement, ouais, un puissance. petit satellite. Mais voilà. Deux gros satellites en géostationnaire. Il y a qu'Ariane qui peut faire ça. Il y a qu'Ariane 5. Donc ça va partir depuis Kourou. Donc bon, chez nous il est tard, mais bon, vous enlevez 6 heures, donc on est en fin de soirée, fin d'après-midi à Kourou. La raison, elle est toute simple, c'est que ben, le temps du lancement, le temps de la mise en orbite, ben, on a fait le tour de la Terre, et lors de la séparation des satellites, on est bah, directement au petit matin en orbite. Et donc les satellites peuvent enclencher leur panneau solaire directement après le largage. C'est pour D'ailleurs, ça il y que a un c'est très lancé en beau fin graphe d'après-midi. sur la trajectoire. Ouais. J'ai pas mis. Tac. C'est bien Oui, on espère que tout le. le son fonctionne bien, hein, n'hésitez pas s'il y a un moindre problème. Et également Euh, pour les questions. Alors pour voilà. dans un premier temps, on va présenter un peu, donc on n'aura peut-être pas trop le temps de répondre aux questions. Mais une fois qu'on aura présenté, n'hésitez pas à les poser, hein, on Oui, regardera beaucoup plus le chat. Non, il n'y a pas de rover, hein, c'est deux satellites de télécom. Donc c'est un lancement commercial, comme c'est en général très bien de faire à Ariane. C'est-à-dire que là, pour l'instant, du côté US, il y a eu beaucoup de lancements institutionnels, donc pour l'État, hein, ou pour la NASA, ou les Starlink qui sont pour Starlink eux-mêmes, pour voilà. SpaceX eux-mêmes. Mais au niveau lancement commerciaux, du coup, voilà, c'est une partie des lancements de spatial. Et donc là, c'est un lancement commercial. Voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, s'il y en a encore qui nous rejoignent, à 20 minutes du lancement, c'est trois satellites, deux satellites de communication, un japonais, un américain, et le MEF-2, un espèce de petit satellite qui va venir s'accrocher sur un autre satellite déjà en orbite pour venir prolonger sa durée de vie. Voilà pour la charge utile pour ceux qui nous reviennent. Ben, on va présenter la fusée, puisque ben, on l'a jamais présentée sur le groupe. Donc Ariane 5 ECA. Donc Et voilà. évidemment la cinquième version d'Ariane, cette fusée française que tout le monde connaît. Deux étages, trois hein, si on est pointilleux. Donc le Cherchez premier la étage présentation avec avec... la maquette. Oui, attends. Oui, d'ailleurs, je l'ai même préparé. Voilà. Deux étages. Alors, grosso Le modo, premier... oui, c'est vous les avez peut-être. l'étage principal cryotechnique EPC qui fait grosso modo cette taille-là. Donc là, on a le moteur Vulcain. L'étage principal cryotechnique, hydrogène, oxygène. Il y a les deux étages d'accélération à poudre qui sont sur les côtés qui vont brûler pendant environ 2 minutes avant d'être largués. L'étage principal cryotechnique, lui, il brûle pendant environ 8 minutes. C'est un peu comme la navette au final qui brûlait pendant 8 minutes aussi environ. Quand il est largué, la fusée a quasiment une vitesse orbitale. Il y a le second étage du coup, donc là c'est l'inter-étage, il y a le moteur du second étage qui est là-dedans, et donc le second étage grosso modo il fait cette taille-là. Et qui elle va finir la mise en orbite vers le géostationnaire. Et du coup la coiffe de ECA qui est extrêmement grande et qui contient les deux satellites. Voilà. Donc l'étage à poudre, donc c'est des produits bizarres qu'il y a dedans. C'est polybutadiène, Voilà, c'est des machins qu'on ne sait pas. acrylonitrile. Là. C'est ça. Grosso modo, il y a de l'aluminium comme liant et c'est comme tous les étages à poudre, c'est vraiment assez toujours à peu près le même Voilà, mix. c'est des poudres spéciales, hein. C'est du comburant et du carburant en même temps. Alors ils disent Donc poudre en plus, c'est plutôt une pâte, une espèce de gomme. Hein, c'est ouais.
30 mètres de haut, 3 mètres de large, 327 tonnes de poudre, Ça, qui c'est juste va le booster, hein. délivrer 10 méganewtons, rien que par les plus de 10 méganewtons, rien qu'avec les deux boosters. 10 méganewtons, c'est la puissance d'une fusée moyenne entière, hein. Ouais, Et en c'était le plus, lancement de la Proton hier, hein. 10 méganewtons, ouais, c'était juste. et bah, Proton c'est un lanceur lourd. Donc là, on a 10 méganewtons rien que dans les boosters. Et l'étage principal cryotechnique, donc cryotechnique parce que c'est refroidi à température cryogénique, puisque ça fonctionne à l'hydrogène et à l'oxygène liquide. Donc les deux liquides doivent être refroidis à très 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 basse température. Et lui libère un peu moins d'un méganewton. Alors, il y a 3 satellites, il y a 2 satellites de télécom et un satellite qui sert à sauver, enfin, à sauver un peu un satellite de maintenance pour autre chose. Alors, la puissance est inversement proportionnelle à l'efficacité. Donc, en général, oui, les boosters à poudre, c'est le plus puissant, mais Hmm. c'est le plus inefficace. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, grosso modo, on s'en fiche un peu de l'efficacité tant qu'on lutte contre la gravité terrestre. Donc, en tant que premier étage, c'est relativement pratique. Après, par contre, une fois dans le vide, c'est pas l'idéal. Voilà, comme on a beaucoup parlé, la puissance, voilà, c'est en général inversement proportionnel à l'efficacité. On privilégie l'efficacité dans le vide et la puissance au sol. C'est pour ça que la Falcon est incapable de faire des orbites à haute énergie, puisque si bon, elle a des moteurs puissants au kérosène, mais c'est des moteurs très peu efficaces, donc ils consomment énormément, et donc elle n'est pas capable d'atteindre les vitesses nécessaires pour les orbites à haute énergie. En parlant Euh, d'efficacité, d'ailleurs, le second étage et à l'hydrogène et oxygène liquide, c'était pas le cas sur les anciennes versions où c'était de l'hypergolique, un peu comme Proton hier, donc c'est les carburants qu'on met ensemble et qui s'enflamment direct. Là, même pour l'étage supérieur, c'est de l'hydrogène, l'oxygène liquide, donc vraiment très très efficace. voilà, donc tout est à l'hydrogène sauf les boosters, et donc là c'est là l'avantage d'Ariane, c'est qu'on a, on a deux gros boosters de 30 mètres, donc un décollage très nerveux. Très rapide. Et vraiment optimisé pour une ascension optimale et ensuite des poussées qui peuvent être hyper efficientes avec les deux étages à l'hydrogène. Donc d'où sa capacité à envoyer 3 satellites en géostationnaire, ce qui est énorme. La Proton fait pas ça, hein. Ouais, non, non. Bah alors, sachant qu'en là, en plus, alors on va démystifier un peu quelque chose qui est souvent dit malheureusement dans les live Ariane, c'est que souvent ils disent le géostationnaire, enfin, gros, c'est bien pour le géostationnaire car il y a la rotation de la Terre. Et malheureusement, c'est que la moitié de la réponse. Parce qu'en fait, ce qu'on veut Mm. réussir quand on est en géostationnaire, c'est d'être dans le bon axe. Et c'est-à-dire que la Proton qui a décollé hier, en fait, d'ailleurs, je m'étais gouré dans le live, enfin, l'orbite visée à la fin, c'est une orbite géostationnaire. Ce qu'ils sont obligés de faire, c'est que non seulement ils n'ont pas l'incrément de vitesse vu qu'ils sont très au nord, mais en plus, ils ont une orbite totalement, enfin niveau inclinaison, c'est pas bon du tout, ils doivent la corriger. Et pour ça, l'orbite géostationnaire, elle est à 36 000 km. Là, ils sont obligés d'aller jusqu'à 50 000 km parce que ça va demander moins d'énergie à 50 000 km pour remettre une bonne inclinaison. Là où justement sur Ariane, en fait, la moitié du gain d'énergie, c'est qu'on est déjà quasiment au niveau de l'équateur. Donc souvent c'est malheureusement pas dit dans les live Ariane, mais c'est quand même la moitié quand même du gain Mm. de la situation de ce spatioport. Donc c'est pas négligeable. Voilà, donc oui, parlons-en de cette base de lancement de Kourou. Donc pour résumer ce qu'a dit Théo, on lance très proche de l'équateur, donc on a la rotation de la Terre qui est maximale. Donc déjà, on a une partie de la vitesse orbitale qui est déjà acquise. Donc pour se On le mettre voit en bien sur orbite, le vecteur l'Ariane d'ailleurs. 5 va avoir besoin de moins de vitesse, d'accélération qu'une fusée qui part de Russie ou des États-Unis, puisqu'il y a déjà la vitesse de la rotation de la Terre. Donc on a déjà une partie de la vitesse orbitale qui est donnée, et en plus, on n'a pas de changement d'inclinaison à faire. Puisque le changement d'inclinaison, donc c'est ce qui va déterminer si on est une orbite plutôt polaire ou plutôt équatoriale. Ça demande énormément de carburant, oui, de carburant. Et là, on n'a pas à faire ça. Donc Ariane 5, non seulement elle est puissante, efficace, elle emmène 3 satellites en géostationnaire et en plus elle part du meilleur site de lancement du monde, qui est la base de lancement de Kourou. Donc on a vraiment Tiens, une fusée exceptionnelle. il y a le schéma avec Silda dont on va pouvoir parler vu on a parlé des charges utiles. Alors hop,
SILDA, c'est le système de lancement double Ariane qui a été conçu sur Ariane 4 et qui a été du coup, enfin alors c'était pas le même nom, mais l'idée c'était la même, c'était de mettre deux satellites l'un sur l'autre. Et du coup, bah c'est pour les protéger l'un par rapport à l'autre. Et ça s'appelle donc maintenant sur Ariane 5 système de lancement double Ariane, SILDA. On met du coup là il y aura BSat 4, donc le satellite japonais dans SILDA et Galaxy 30 et MF2 au-dessus. Donc le SILDA en fait c'est un espèce de c'est déjà la coiffe et le système d'attache entre les deux qui va bien. Alors il y avait une question sur la masse, hein, 3 tonnes 5 plus 3 tonnes 2 plus 2 tonnes 8, hein, donc dans les Ça 10 fait tonnes beaucoup de environ. tonnes, 10 tonnes en géostationnaire. 10 tonnes en Ah, géostationnaire, c'est énorme. elle me Comment dit ça plus de pousse? son. Et ben si, il y a du son. Euh... Allô? Ouais. Moi je t'entends. Ok, ouais. Bah moi j'ai du son. Donc, le son il part. Ah non, c'est bon, Delphine là toujours. Bon bah Ok, Tata, ça vient très de bien. toi. D'ailleurs, on n'a pas dit bonjour Tata. Bonjour Bonjour, Tata, bonjour. bonjour Charlotte C'est vrai, et on est bâtard. Matou, hein, des potes à moi qui sont là a priori. Les prochains lancers seront sur Ariane 6. Non, Ariane 6 elle est pas prête, Non, elle est pas non. construite, hein. Ariane Elle 5 est a alors encore de beaux jours devant elle, hein. il y a encore quelques lancements Ariane 5. Il y a notamment JWST, hein, le James Webb Oui. Space Telescope. Il y aura JOICE aussi. Oui, JUICE, la Alors mission pour Jupiter. ouais, mission européenne vers Jupiter, qui sera également une mission très intéressante. Ouais, il y a Ariane encore 6, de ce sera très plus beaux tard. lancements pour Ariane 5. Ouais. Des lancements Et donc, historiques. les lancements commerciaux en plus, hein, bien sûr, qui sont également assez intéressants à regarder. Donc, ouais, pour un lanceur lourd, c'est comme l'Atlas 551. Niveau poids poussé, c'est vraiment un truc monstrueux, on verra. Ça part très très Ah vite. ouais, voilà. De toute façon, c'est des boosters, c'est encore mieux que l'Atlas. Ça part, pouf, ouais, comme une fusée. Alors, James a été reporté à octobre 2021 pour le moment. C'est-à-dire que, bon, dans 3 semaines, peut-être que ce sera encore plus tard. Mais bon, dans le spatial, on a l'habitude des projets qui prennent du retard, hein. SLS, Nokia. Donc, Alors Nokia, c'est un peu le roi là-dedans, hein. Il le devait partir en record. 2007, hein. Donc 2007-2020, 13 ans de retard. Même le James Webb, il fait pas aussi bien, quoi. Donc voilà. Il y aura, alors bon, c'est un peu une anecdote, mais il y aura un nouveau véhicule Equipment Bay. Donc c'est là où il y a l'ordinateur de bord en fait, avec directement l'adapteur vers les satellites intégrés. Donc il y a ce vol, voilà, même si c'est une fusée qui a 30 ans maintenant, enfin un peu moins de 30 ans, Mm. il continue à travailler dessus, hein. Nous sommes à 10 minutes du lancement. Donc ouais, j'ai pas précisé. Donc c'est 17 mètres de haut pour la coiffe. C'est en niveau charge utile, c'est 20 mètres sur une Atlas. On est à 5,4 mètres de diamètre. Ouais, c'est énorme. Euh, ouais, c'est vraiment énorme. Du coup, il y avait la photo du Vulcain aussi. C'est une photo qui a été prise au Salon du Bourget. Enfin non, au musée du Bourget plutôt, vu qu'il y est toujours même hors salon. Et c'est une tuyère enfin, qui a fonctionné pour les tests. Donc on voit qu'elle est légèrement irisée en fait, et qu'il y a tous les capteurs qui se baladent, tous les fils qu'on voit c'est des capteurs. C'était donc, enfin c'est vraiment une tuyère qui a fonctionné. La maquette du Bourget elle est vraiment très très bien faite, hein. Allez-y si vous pouvez. Il y en a une à la Cité de l'Espace à Oui, à Toulouse. Toulouse aussi. Elle est un peu moins bien faite au niveau de la jupe. Mm. Bah, on voit en plus, bon, je l'ai laissé caché, mais ouais, il y a le 747, musée de l'air et de l'espace derrière. Alors, ce qu'on voit, le tuyau qu'on voit devant, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les siècles moteurs. C'est Ah l'échappement, oui. c'est-à-dire que. Bah, tiens, je te laisse en parler. T'avais Bah, fait. c'est-à-dire que oui, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de l'échappement. C'est présent aussi sur bah, énormément de moteurs, sauf sur les moteurs comme les F1 où l'échappement est interne. Ouais. C'est présent sur les Merlin de SpaceX aussi. C'est-à-dire que c'est un mélange de gaz imbrûlé qui va sortir, euh, qui sort par l'échappement en fait. Comme dans l'ordre de la combustion, dans la chambre de combustion, tous les gaz ne brûlent pas. Enfin, surtout, il y a tous les gaz qui alimentent la turbopompe.
Et donc là, tous ces gaz brûlés, ils sortent par l'échappement sur le côté. Alors il y en a, c'est beaucoup plus discret que d'autres, mais d'autres moteurs, on a vraiment une grosse fumée noire qui sort sur le côté des belles flammes jaunes. Là, ça se voit Alors, pas, surtout que c'est de ouais, c'est de l'hydrogène, donc l'hydrogène. c'est complètement transparent. Ouais, on verra quand il s'allume. Alors les caméras sont moins bonnes que ce qu'il y avait pour la navette spatiale, mais on voit que c'est vraiment transparent la flamme à ce niveau-là, quoi. Là où au contraire, les boosters vont être très très brillants parce qu'il y a des particules solides en fait, et c'est un corps noir qui brille. Donc ça va être très très brillant. Ah tiens, j'ai parlé de la coiffe, oui, il y a la photo de la coiffe aussi qui montre à quel point elles sont monstrueuses ces coiffes. Hop. 7 minutes, bientôt 7 minutes avant le lancement. Donc si vous avez des questions, Laquelle hein, de n'hésitez photo de la pas. coiffe? Celle où elle est ouverte. Elle est ouverte, il y a un petit un technicien en bas. Ok. J'ai. Puis après, oui, on pourra aussi montrer celle avec la mise sous coiffe. Les deux sont intéressants, je pense. Voilà la photo de la coiffe. Tant qu'on y est, la photo des deux satellites. De deux des trois satellites lancés aujourd'hui. Alors, ce qu'on voyait dans la coiffe, en gris un peu, c'était des protections acoustiques pour protéger les satellites des vibrations du lancement. Alors, les turbopompes sont alimentées par une partie des gaz carburants. C'est vrai pour la majorité des fusées, en effet. Euh, Alors des les turbopompes, turbopompes électriques, ça veut rien dire. C'est des pompes électriques ou des turbopompes. ouais. Et Parce les que pompes justement, électriques sur les fusées, c'est pas assez puissant. si c'est utilisé pour Electron, mais juste ça, quoi. Oui, En fait, bon, le c'est une problème, toute c'est petite fusée, quoi. voilà. Alors, grosso modo, par exemple, Soyuz, c'est pas alimenté par les gaz directement utilisés par le moteur, c'est du peroxyde d'azote qui se décompose, qui alimente la turbopompe. L'avantage, c'est de ne pas utiliser directement les carburants. L'inconvénient, c'est qu'il faut un réservoir en plus. Ouais. Les pompes électriques, l'inconvénient, c'est que au fur et à mesure qu'on l'utilise, la masse, elle diminue pas. Donc ça, c'est un énorme problème. C'est le problème de l'électrique dès que c'est de l'aérien, en fait. C'est que là, on a l'habitude, en fait, quand c'est de l'aérien, que ce qu'on consomme, et ça, on le gagne en poids. L'électrique, c'est pas le cas, et donc bon, ça marche un peu pour Electron, mais c'est assez rare que ce soit Surtout que c'est utile, pas quoi. puissant, on peut pas faire des Non, non, pompes c'est aussi pas. puissantes que ça, quoi. Ouais. La Et turbopompe alimentée par de la combustion, donc voilà, comme a présenté rapidement Théo, il y a 36 façons de faire des turbopompes et de les alimenter, euh, qu'on va pas tout détailler ici parce qu'il y a tellement de machins, tellement d'architectures de turbopompes différentes, mais c'est une turbopompe, c'est-à-dire que c'est puissant, quoi. Ça développe toute la puissance pour envoyer les gaz. donc c'est le turbo, c'est comme dans turboréacteur, turbopropulseur, c'est une turbine, c'est plein de petites ailettes autour d'un axe. Et comme on fait passer un gaz sous pression, un fluide sous pression à très haute vitesse, et loin de l'axe de l'arbre, ça fait un fort moment. Et donc ça fait tourner la turbine très vite. Et en général, sur l'axe plus loin, il y a une autre turbine, en fait, une autre hélice qui, elle, va se charger du coup d'aspirer soit du carburant, soit de l'air pour un avion. Mais le principe, c'est ça. Il y a également quelque chose qu'on ne voit pas. Si, sur la photo de la coiffe, vous voyez les petits points tout en bas de chaque côté. Dans la En fait, partie un peu plus noire, là. ouais. Et ben en fait, c'est des ouvertures parce que comme la fusée monte très vite, en fait, pour équilibrer avec la pression extérieure et éviter qu'elle explose du fait d'une surpression, on relâche l'air par ces petits trous. Donc l'avantage des pompes électriques, c'est que c'est facile à faire, quoi. Il y a pas de c'est pas de la grosse mécanique, il y a juste quelques bobines, un petit moteur électrique et puis voilà, quoi. Et c'est aussi un rendement proche de 100%, Ouais, là où il y le a un couple thermique, maximal, quoi. ouais, là où le thermique c'est 40%, quoi. Il y a un couple maximal avec l'électrique, mais bon, c'est pas puissant et bon, il faut beaucoup de batterie, etc. Ouais, voilà, un petit moteur, il n'a pas besoin d'une turbopompe ultra puissante comme celui du moteur Vulcain, hein. Donc pour faire tourner des On turbos, va pas alimenter un F1 avec une pompe électrique, ouais. quoi. Ou alors on branche le PR dessus. Donc voilà. Et après, l'avantage
niveau prix, ouais, franchement, il y a des pour, il y a des contre, quoi. L'avantage, c'est qu'on prend pas du carburant. L'inconvénient, c'est qu'on enfin, qu'on gagne pas en poids en s'allégeant. Toujours C'est une demander balance. ce qu'était la matière blanche qui tombe de la fusée alors qu'elle décolle. Vous pouvez m'éclairer. Alors ça, on en a parlé aussi sur Atlas puisque c'est le même phénomène. C'est pas Comme on a exactement le des même. réserves... De quoi? C'est pas exactement le même phénomène pour Ariane. Alors, enfin, il y a deux choses sur Ariane, mais Ariane, en fait, comme elle a une protection thermique grise, il y a peu de glace qui tombe. Là où sur Atlas, c'est que de la glace. Sur Ouais. Ariane, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils mettent des protections en haut des boosters. Je sais pas, j'ai jamais vraiment compris à quoi elles servaient, mais c'est à la jonction entre les boosters et le corps central. Alors, je crois que c'est pour protéger la jonction, justement, éviter que des oiseaux y fassent leur nid ou autre. Du coup, après, au décollage, elle tombe. Non, c'est pas de la neige carbonique. Non, c'est de la Sur glace. les, C'est de la glace. sur les Atlas, c'est de la glace, hein. C'est juste de la Alors, la glace. glace, c'est juste de la glace. C'est parce qu'on a des réservoirs cryogéniques. Sur Deltas, donc on a le réservoir d'oxygène liquide. Ici, on a deux réservoirs cryogéniques, l'oxygène et l'hydrogène liquide. Mais c'est Donc tout derrière la simplement, mousse. c'est l'humidité de l'air qui gèle Ouais. et qui Mais rend là, l'Atlas là, toute c'est comme la blanche. navette. Là, c'est comme le réservoir de la navette, hein. Ça se voit pas parce qu'il y a les mousses devant, en fait. Ouais. Donc là, c'est en plus de... Sur l'Ariane, spécifiquement, il y a en plus des petites protections qui tombent. Alors là, on voit bien sur le live les deux bras qui alimentent en oxygène et hydrogène l'étage supérieur. Est-ce qu'on a une vue des trois satellites positionnés dans la coiffe? Alors non, on a une vue d'artiste qu'on a dans le On a un schéma que schéma, l'on ouais. peut rentrer. En fait, on peut pas avoir de photos tout simplement car contrairement à Atlas, ce que fait Ariane, c'est ils mettent les satellites d'abord sur le SILDA, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ils mettent la coiffe déjà fermée et ensuite ils mettent le tout sur le deuxième satellite. Donc à aucun moment en fait on a une vue d'ensemble du tout comme on peut l'avoir sur Atlas. Donc bah, en même temps c'est pas fait pour être esthétique. Eux ça les voilà c'est fonctionnel, S'en c'est ce fiche qui un peu, compte. ouais. Ouais. Hop. Ah il y a un petit problème a priori. Voilà la photo de la mise en coiffe. Donc tout est déjà monté et on met la coiffe fermée par-dessus. Ouais, le compte à rebours s'est arrêté. Donc voilà l'image on voit BSAT 4 qui est en train d'être mis sous SILDA. Il y a déjà Galaxy 30 et MEV 2 à l'intérieur. Alors on va voir. Ah ils ont la même maquette que moi. Ouais. On va voir ce qui ne va pas. Voilà, si vous avez des questions pendant l'attente, n'hésitez pas. Donc petit temps mort dans la séquence de lancement. Alors pour l'instant on sait rien. A priori, non, ça c'est. Ouais, justement, en parlant de pompe électrique, le dernier problème d'Electron, il y a une news qui vient de sortir et a priori c'est un problème d'alimentation électrique des pompes qui a causé l'échec en vol de la dernière Electron. Quand le compte à rebours s'arrête, peut-il malgré tout reprendre si le problème est mineur? Alors ce qui détermine le go d'un lancement, le top, il faut que tous les ensembles de la salle de contrôle donnent leur top. S'il y a un problème mineur, mais que tout le monde donne son top, le lancement part. Mais en général, Alors, on fait en sorte qu'il n'y ait pas problème de sur problème, hein.
problème au niveau de l'ensemble de lancement, donc c'est la table de lancement qui supporte Ariane. Ça fait penser au premier AEHF6 là où il y avait eu un problème. Oh, on a reboot. C'est ça, ouais. Faudrait donner ce conseil à Ariane. Comment la fusée traite bien les rectilignes sur la poussée au début? C'est-à-dire rectiligne sur la poussée, ça veut dire quoi? Electron hier soir. Non, Electron c'était il y a un mois environ. Oui, il y a longtemps. Hier c'était Proton. Hier, c'était Photon. Est-ce qu'on pourra l'avoir dans le ciel étoilé? Ariane, non. Non, on la voit non, jamais. non. À moins que vous habitiez proche de l'équateur, mais... Ouais, en plus, oui, le lancement se fait complètement dans le sens de l'équateur. Le Projet tir n'est pas annulé pour l'instant, franco-français il à est repoussé. côté du programme européen type lanceur léger, sonde, atterrisseur, rover. Alors franco-français, tous les programmes européens en fait sont franco-français quasiment, hein. ExoMars, c'est quand même européen avec la Russie, quand même. Ouais, ExoMars c'est européano-russe, mais quand il y a une mission 100% ESA en général, c'est 90% français. Les ESA, les autres pays de l'ESA, ils servent qu'à payer en fait. Toute l'ingénierie, tout le savoir-faire Il y a vient l'Allemagne de un France. peu. Ah, il y a. Un peu Si, il y a l'Allemagne, des fois l'Italie, l'Italie. des fois le Ouais, voilà. machin. Ça part à Mais quelle heure bon, pour l'instant, on ne sait pas, hein. Pour l'instant, on nous a dit il y a un report, mais on ne sait pas de combien. le lancement est en pause. La séquence de lancement Alors, est en pause. lanceur léger, il y aura une évolution de Vega qui va s'appeler Vega C, qui aurait dû voler cette année, mais à cause du coronavirus, a priori, ce sera l'an prochain. Atterrisseur, rover, il y aura du coup ExoMars, le rover qui sera sur Mars en 2022. Niveau atterrisseur, on participe avec la JAXA, l'agence japonaise, à MMX pour aller voir une des lunes de Mars. Il y a la sonde JUICE qui va aller vers Jupiter. Et dans le futur proche, c'est un peu tout. Alors Greg, pour la énième fois, on ne sait pas à quelle heure ça part et ça sert à rien de le demander toutes les minutes. Arnaud, qui ne parle pas ni sur la droite ni sur la gauche. Alors, bah La déjà, poussée est on a symétrique. exactement la même quantité de poudre à droite ou à gauche, et même s'il y a un petit décalage, c'est pas bien grave puisque un léger décalage comme ça, prenez l'exemple d'Atlas avec qui a des boosters asymétriques, donc qui poussent plus d'un côté que de l'autre. Mais ça reste rectiligne. Ça reste rectiligne. Là, il n'y a pas de cardan, mais sur certains moteurs, par exemple, on peut avoir un cardan. Donc la tuyère qui s'oriente pour orienter la fusée. Et, ou alors on a des verniers, donc c'est-à-dire des moteurs qui utilisent ce principe-là de pousser un petit peu plus à droite qu'à gauche pour orienter la fusée. Ça c'est sur les fusées Soyuz par exemple. On a des Alors verniers Greg, qui s'allument plus ou moins à gauche ou à droite selon si je t'ai mute Greg parce que bah, je t'ai dit, on ne sait pas. Normalement, ça devait partir à 23h30. Il y a un je vous. report. On ne sait pas à quelle heure. Enfin, je sais pas à quelle point on peut être plus clair. Ça sert à rien de le demander toutes les minutes. Donc bah bon mute Greg. Euh, Elle pourrait être retardée jusqu'à minuit. La fenêtre de lancement, elle est d'une heure, je crois, environ. bon, elle Donc, est pas si longue, hein. elle est pas très longue, hein, donc c'est jusqu'à minuit et quart, je crois, pour Air Française. Donc oui, elle pourrait être retardée jusqu'à minuit et quart. On a déjà eu des lancements qui étaient carrément reportés d'une journée. Bon, là, on a hâte le live, mais Ouais, à EHF6, c'était un report d'une heure. Enfin, voilà. ça arrive, c'est pas grave. Pour compléter Dans la le réponse à Arnaud, la fusée, toutes les fusées partent rectiligne, mais assez rapidement, les fusées commencent à s'orienter, commencent à être penchées. Parce que on tire pas droit, on va pas tout droit vers le ciel quand on tire une fusée. L'objectif c'est d'aller en orbite. Donc pour être en orbite, il faut avoir de la vitesse verticale. Et donc bah, le profil d'ascension de n'importe quelle fusée, ça change selon les fusées avec quelques détails, mais globalement le profil d'ascension de n'importe quelle fusée, on va assez rapidement pencher la fusée pour la tirer à 45 degrés, et au bout d'un moment la fusée va être parallèle au sol pour se mettre en orbite. D'ailleurs, vous allez voir, avec les boosters à poudre, on s'oriente très vite, on reste pas très droit longtemps, quoi. Ah, alors de manière assez ironique, enfin ironique, non, intéressante plutôt. Il y a deux fenêtres en fait ce soir avec un trou au milieu pour laisser passer l'ISS. Donc pour éviter justement une collision ou autre. Il y a un moment où ils vont pas lancer pour laisser passer l'ISS.
Donc là, la première fenêtre, c'est avant de déranger l'ISS, puis tu auras du coup une autre fenêtre après. Donc le problème vient du pad de lancement lui-même, pas des Ouais. systèmes de la fusée. Alors si c'est comme le problème qu'a eu Atlas, ça va être redémarré et ça va pouvoir repartir. Si c'est un problème d'alimentation électrique. Eh bien on va continuer à parler de la fusée. Tu vas nous montrer, tu vas nous expliquer un peu plus en détail ta fusée. Yes. Du Quand coup, tu es ouais, prêt. j'avais même. Je suis prêt, je suis prêt. Et tu es à l'image. Donc, j'ai parlé des boosters, ils vont brûler pendant 2 minutes. La coiffe, elle est séparée 1 minute après les boosters, donc 3 minutes 30 dans le vol. 8 minutes 55, donc c'est plus que ce que je disais, séparation du premier étage. Ensuite, il y a l'étage supérieur qui va brûler pendant 12 minutes environ, qui va brûler donc de 8 minutes 55 à 25 minutes. Ensuite, il y aura la séparation de l'ensemble des deux satellites du haut, donc c'est Galaxy 30 et Et MEF2. MEF2. Le satellite va, enfin l'étage, qui est encore l'étage, va s'orienter. Ils vont larguer le SILDA, donc le système de lancement double Ariane. Il va se réorienter. Ils vont ensuite lancer le dernier satellite. Suivant l'énergie qui reste, ils vont le mettre l'étage. Normalement, le périgée de l'étage est quand même assez proche de l'atmosphère, donc ils vont le faire rentrer. Et ils vont le faire ce qu'on appelle la passivation. On l'a vu avec mars 2020. Ils vident les batteries, ils vident les réservoirs, comme ça, il n'y a pas de risque d'explosion. Ce qu'on lance sur une trajectoire d'orbite géostationnaire, de transfert géostationnaire. C'est-à-dire que seul l'apogée est à 36 000 km et après, c'est les satellites qui circularisent eux-mêmes. Sur la vue actuelle, on se rend compte de la taille des boosters. Oui, les boosters font la taille du premier étage. La base des boosters, c'est la base du moteur Vulcain. Et Les le haut, boosters c'est à font peu près 30 le mètres. premier étage. 30 mètres de haut, les Ouais. boosters. Donc c'est vraiment assez grand. Et donc là, au total, elle fait 56 mètres, l'Ariane 5 est ECA. Elle est pas en Lego celle-là, donc bon après Euh, j'ai pas envie de la faire tomber. Du coup voilà. Et les boosters, c'est également la majorité de la masse au lancement parce que l'hydrogène c'est vraiment très très faible en termes de masse. Mm. Alors on a quoi comme matière composant les tuyères? Souvent c'est il y a du carbone au niveau du col de la tuyère. Ce qu'ils ont pour la tuyère principale, c'est un peu comme pour la navette. On l'avait vu également sur la photo. C'est des tubes, alors je sais plus quel métal, mais c'est pas forcément un métal très résistant, mais ils font passer l'hydrogène liquide dedans. Donc en final, ça rafraîchit énormément et ça permet de ne pas faire surchauffer le moteur, enfin la tuyère. Et ça évite qu'elle fonde. Mine Oui, de la tuyère, rien, c'est pas un cône, hein. C'est pas un cône en métal, c'est des tuyaux qui sont enroulés. ouais. Il faut bien Euh, se le représenter. Alors Ariane 5 c'est un lanceur lourd, mais c'est un lanceur lourd petit. En fait, vu qu'il y a les boosters sur les côtés, grosso modo, ils peuvent se permettre de faire un truc pas très grand. Et c'est aussi grand qu'une Soyuz, alors que ça emporte 3 fois Beaucoup plus. plus. C'est plus petit qu'une Falcon 9, alors que ça envoie plus. C'est plus petit qu'une Atlas, alors que ça envoie autant. Enfin, en masse. En masse, ça envoie autant qu'une Atlas. Donc voilà, c'est vraiment... Elle est donc collée. Non, elle est pas collée. Voilà. Donc oui, question taille, donc 30 mètres, c'est les boosters latéraux. Donc évidemment, l'Atlas est un peu plus grande, qui fait 51 mètres du bas des moteurs jusqu'à la pointe de la coiffe. 51 mètres. Vous multipliez ça par 2, vous avez une Saturn 5. Hein. Ouais. Ariane 6 sera plus grande. Alors Ariane 6, c'est assez... donc elle sera elle plus grande, elle fera du coup 60 mètres au lieu de 56. Les boosters, eux, ils feront environ 15 mètres, ils seront deux fois plus petits et il y aura l'option d'en mettre 2 ou 4. Par contre, ils seront plus larges. Ceux-là, ils font... Donc là, le corps central, il fait 5 mètres, les boosters, c'est 3 mètres. Pour Vega, je crois que c'est du 4 mètres, parce qu'en gros, les boosters de Ariane 6, ce sera le premier étage de Vega C. C'est pour ça que le vol test de Vega C est important également, c'est parce que du coup, on pourra tester les boosters d'Ariane 6. Et du coup, bon, donc il y en aura soit 2, soit 4. On commence à faire du modulable, ce qui est aussi intéressant au niveau des coûts en fait. Au niveau des coûts, si on peut avoir des éléments en commun entre plusieurs fusées, c'est intéressant.
Là, on n'en parle pas souvent, mais c'est vrai que lancer 2 satellites, bah, c'est une réduction de coûts. Et chaque opérateur paie la moitié du lancement en fait. Ariane 6 a une version envisagée pour porter des hommes là-haut. Alors, Ariane 5 aussi. Ariane Ariane 5 5 était. aussi, oui, devait permettre ça avec le vaisseau Hermès. Bon, ça a été envisagé, ça n'a jamais été fait. Ariane 6, c'est pas envisagé directement d'emmener des gens, mais on s'est dit, tiens, mais en fait, bah, on va peut-être en faire une petite capsule quand même. Donc oui, c'est pas impossible que on mette un Thomas Pesquet sur une Ariane 6. Grosso modo, ce qu'on fait, c'est pour ça, c'est qu'en gros, on fait en sorte que il y a certaines choses qui soient respectées. Par exemple, la Delta, elle a une fameuse boule de feu qui l'englobe au décollage. Ça, par exemple, on estime que non, c'était pas safe pour du vol habité. Donc, il y a plusieurs choses qui sont mises en compte pour qu'une fusée soit opérationnelle pour du vol habité. Alors, Ariane, sur les caméras embarquées, oui, il y a des caméras embarquées à bord. Si le lancement est fait ce soir, on pourra voir ça en direct. Hum, Et non, la Soyuz et la Falcon, c'est pas du tout un résultat égal. La Falcon, même si on tire Clairement pas. même si la Falcon était tirée de l'équateur, la Falcon, c'est pour l'orbite basse et c'est tout. La Falcon est Et incapable de lancer en géostationnaire le moindre satellite, ou alors vraiment des si elle petits en envoie, mais satellites, ouais, voilà, c'est pas des des, trucs des énormes. petits satellites. Et la Soyuz, pas du tout. Par contre, la Euh, Soyuz, il y a un truc intéressant, c'est que grosso modo, en fait, Ariane et Soyuz, qu'il y a, c'est que on a d'un côté le constructeur et de l'autre l'opérateur. SpaceX, ils font la fusée, ils l'envoient. United Launch Alliance, ils font la fusée, ils l'envoient. Ariane, il y a Ariane Group qui fait la fusée, Ariane Espace qui lance. Soyuz, je sais plus qui est le constructeur, mais t'as Ariane Espace qui lance aussi des Soyuz. oui, Et Ariane grosso Espace modo, est un opérateur de Soyuz aussi. on gagne 15 à 20%, je crois, sur une Soyuz depuis l'équateur. Alors, je ne sais pas si tu étais là tout à l'heure, mais l'équateur, c'est pas juste la vitesse, hein. C'est pas juste Et la vitesse, on c'est en a aussi parlé. l'inclinaison Voilà. qui est nulle. Il n'y a pas besoin de faire des changements d'inclinaison. Donc on économise du carburant. Alors, Et donc non, non, ouais, la Falcon c'est incomparable. La Soyuz éventuellement, parce que Ariane Espace lance des Soyuz aussi. Il y a des Soyuz qui appartiennent à Ariane Espace, les Soyuz ST, qui sont c'est lancés ça. depuis Kourou. Les Tiel 30. Mais non, Ariane c'est des boosters à poudre, donc on a une énorme puissance au décollage. Et ensuite, c'est des étages à l'hydrogène, donc on a une efficience de fou. Et Le meilleur exemple, je vais me répéter, c'est InSight. InSight, c'était une fusée qui a été lancée sur une Atlas 401, qui a 4 méganewtons de poussée. La Falcon, c'est 8 méganewtons de poussée. donc 2 fois plus La puissant. Falcon, 2 fois plus puissante. La Falcon est infoutu d'envoyer InSight sur Mars. Ah oui, non. Parce que le second étage, pour le coup, c'est le second étage, hein. Le premier étage, au contraire, dans les deux cas, c'est du kérosène. Le moteur de l'Atlas est plus efficace, mais bon, c'est pas là que ça se joue. C'est vraiment le second étage qui est à l'hydrogène sur l'Atlas et au kérosène sur la Falcon. Et c'est là où est toute la différence. Et c'est pour ça que dès que c'est des hautes énergies, la Falcon, non. Ouais, Enfin, non, elle est juste pas capable de le faire, quoi. donc il faut vraiment de l'efficacité, donc c'est ce qui est rempli par les moteurs à hydrogène. Donc là voilà, on a une Ariane 5 qui est complètement à l'hydrogène avec des boosters à poudre qui sont pas à hydrogène eux, mais qui développent une puissance phénoménale au Au décollage. décollage. Et ensuite pour la mise en orbite, on a une efficacité phénoménale aussi. Et donc c'est pour ça que non seulement la Falcon est incapable d'envoyer des satellites géostationnaires, le moindre satellite géostationnaire ou alors un petit satellite géostationnaire, mais l'Ariane 5, elle en envoie 3. Et 3 gros Et des gros. satellites. Et des gros. En Euh, géostationnaire. c'est Donc simple, c'est vraiment une fusée c'est exceptionnelle. c'est Ariane 5 qui détient le record de masse envoyée en orbite géostationnaire. Oups, je crois que j'ai un peu. Oui, de toute façon, je vais te. Hop, voilà. Ouais. Voilà, donc oui, Ariane, c'est une fusée incomparable. C'est une fusée incomparable. Et on a vu un lanceur lourd hier. Falcon, c'est un lanceur moyen. C'est un lanceur moyen, même très moyen. Hier soir, on a vu un lanceur lourd qui était le lanceur Proton. Et Proton n'a pas les capacités d'Ariane. Ariane, c'est un lanceur très lourd. On est théoriquement bien outillé pour envoyer du lourd très loin. Ah oui, oui, oui. C'est pour ça que Bah, Rosetta. Rosetta, pour aller explorer des comètes, donc il faut des incréments de vitesse de fou. Le James Webb, non, non, c'est une fusée. On est très très bien équipé. Et du coup, Ariane Alors, 6, c'est la même idée, hein, ce sera encore mieux pour ça.
Oui, ça sera encore mieux. Et, on n'en voit pas forcément loin, mais l'avantage des vols commerciaux d'Ariane, c'est que on en envoie plus en un seul lancement. Là, on envoie 3 satellites. Il faut 3 fusées américaines pour envoyer ce que va envoyer Ariane ce soir. Typiquement, bon, et 3 gros satellites, hein, là où on dit ouais Starlink il y en a 60, 60 mais qui font 200 kilos chacun. Enfin, c'est niveau masse et en plus en orbite basse. Je veux dire, c'est pas 10 tonnes en orbite de transfert géostationnaire. Le maximum que Ariane a envoyé, donc que toute fusée a envoyé en GTO, c'est 11 tonnes et quelques. Ouais, en géostationnaire, donc c'est une orbite à haute énergie, hein, c'est pas juste en petite orbite basse. Donc c'est C'est vraiment une des performances 36 000 incroyables. km. C'est vraiment une des performances incroyables. Et la gamme au-dessus, c'est les super lourds. Donc là, c'est Saturn, N1, etc., Energia, des prototypes de fusées qui n'ont pas volé d'ailleurs. James Webb, pas le droit à l'erreur pour le lancement. Très juste, très juste. Ah oui, non. Le James Webb, disons que là, Ariane, c'est vrai que grosso modo, il y a eu le premier lancement qui a été un raté total. La fusée a explosé en vol. Mm. Ça, c'est peut-être par des raisons de, ils ont voulu économiser sur les simulations. Et bon, bah, la fusée se crashait. Et voilà. Sur les simulations, on savait qu'elle se crashait, hein, mais bon, ils n'ont pas voulu payer. Je pense qu'ils ont retenu la leçon. Ariane, le deuxième vol, c'était un peu moins prévisible. Le second étage s'est mis à tourner sur lui-même. Et du coup, il y a eu un effet de force Coriolis. Le carburant s'est retrouvé sur les côtés. Et du coup, les capteurs ont pensé que l'étage était vide plutôt que prévu. Donc, elle n'a pas atteint totalement l'orbite. Est-ce que l'avenir ne, Se joue sur les ne se nanosatellites. joue sur la... bon, pas Pas forcément, c'est un truc en plus, spécialement. mais non. Les C'est en- satellites, c'est bien pour tester des technologies, des petits instruments, des modèles réduits d'instruments ou des machins. Les nanosatellites, jusqu'aujourd'hui, c'est essentiellement étudié pour les étudiants en fait. Comment concevoir une petite mission spatiale. Parce que c'est une mission spatiale à échelle humaine, j'ai envie de dire. Mais, donc il y a des programmes étudiants qui font des nanosatellites justement pour étudier la faisabilité. Et sinon c'est pour tester vraiment des tout petits trucs, des petites technologies. Ça coûte rien à envoyer, on met ça à côté d'un gros, puis comme ça l'agence Ouais, c'est qui ça. elle construira plus tard des vrais gros satellites euh, peut tester des nouvelles technologies. Ça sera aussi utilisé dans le cadre du programme Artemis, non pas Artemis mais du programme Gateway, où on Oui, enverra des nanosatellites pour tester les orbites, puisque Gateway, donc la future ISS, entre guillemets, mais qui sera en orbite autour de la Lune. Donc on a mis 20 ans à construire l'ISS avec je sais pas combien de milliards d'euros. On va faire pareil en mieux autour de la Lune, en plus dur. Et en beaucoup plus en dur parce que c'est autonome pas aussi. simplement autour de la Lune, c'est sur une orbite très très spéciale autour de la Lune. Donc c'est une orbite qui joue sur l'instabilité en fait des orbites. Donc Ah c'est une oui, ouais, orbite très c'est. très spéciale qui est assez dure à réaliser et donc c'est vraiment un des challenges les plus durs de l'histoire de l'exploration spatiale. Et pour tester cette orbite, on va lancer un petit nanosatellite sur la même orbite que la future Gateway pour tester l'orbite, par exemple. Donc voilà, plusieurs applications de nanosatellites, mais non, c'est pas l'avenir en lui-même. Pour Dragon, pour Thomas Pesquet sur Dragon, bah, on sait juste qu'il va être lancé, ce qu'il a dit de ses propres mots, hein, donc on va pas se. Il a dit printemps 2021 Printemps 2021, bah c'est cool, hein, bon voilà. sur Dragon. Ça sera le premier européen sur la capsule de SpaceX. Qu'on Ça peut en sera déduire, certainement à voir en direct avec le groupe, comme on est en train de faire. ce Et puis qu'on peut en voilà. déduire, c'est que ça sera le deuxième vol opérationnel de la Crew Dragon, donc Oui, c'est Crew SC2, je 2. crois. C'est Crew 2. C'est Crew 2, ouais. Crew One, donc le premier vol vraiment opérationnel, elle a déjà volé 2 fois. Crew Dragon, une sans équipage et avec équipage qu'on a suivi sur le groupe, DM2. Et la première vraie mission opérationnelle, ce sera dans le mois prochain, non? Quelque chose comme ça. En septembre. C'est ça. Alors septembre, fin septembre, début octobre. Pour l'instant, ils ont mis fin septembre, on Fin sait jamais, septembre, ça se ok. trouve. Donc ce sera Crew One, on a déjà les quatre membres d'équipage qui iront sur les SS et Thomas Pesquet sera dans la deuxième mission. Comme la Soyuz, il y a MS-13, MS-14, MS-15, etc. Voilà, ce Là, sera il y a Crew 16. 1, Crew 2 et ça va recommencer.
C'est légal en France de fabriquer, surtout lancer des fusées miniatures comme les Américains font beaucoup en mode amateur et artisanal. Non, c'est pas légal. Même aux États-Unis, c'est pas légal. Alors, Aux enfin, États-Unis, vous avez besoin aussi d'une autorisation. oui, voilà, il faut une autorisation. Du coup, c'est possible en amateur avec l'autorisation. Il y a un pas de tir à Kourou. Il y en a. Ils en lancent parfois aussi au Salon du Bourget. Il y a aussi Voilà. à Toulouse, aussi, dans les environs de Toulouse, une base de lancement du CNES. Mais bon, c'est bonne chance pour que vous ayez les autorisations. Ouais. C'est pas. Mais si vous voulez, vous avez Alors, les si vous autorisations, hein. faites une petite fusée, tant qu'elle va pas à 10 km de haut, c'est bon, hein. Si ça va pas plus haut un petit pétard de feu d'artifice, une petite fusée à eau pour amuser les enfants, oui. Mais une vraie fusée, comme dans les années 30, des pionniers, des Robert Goddard et tout, qui va à 200 mètres de haut, déjà, ça commence à être un peu limite. Tant que ça Alors, dépasse elle pas la part centaine, quand? c'est toléré, quoi. Oui. Elle part quand? Bah, on sait Euh, pas. On est en stand-by. On ouais, sait on juste sait qu'il y a pas. un problème sur la table de lancement, mais après, on Et attend. aussi, donc oui, il y a une base, il y a plusieurs petites bases de lancement en métropole. Et notamment la base du CNES qui est en métropole, on s'en sert pour lancer des ballons sondes, surtout. Est-ce que ça sera bientôt possible d'aller sur la Lune? Ben, on y a déjà été, mais de retourner sur la Lune, bah oui, c'est le programme Artemis, donc qui est en cours là, hein. La plus puissante fusée de tous les temps est en train d'être La construite, SLS. la SLS. Donc ça fait son petit bonhomme de chemin, donc bientôt, dans quelques années, on pourra retourner sur la Lune. La phrase travaille-t-elle sur des moteurs ioniques? Les moteurs ioniques, oui, on les maîtrise depuis belle lurette, les moteurs ioniques. Elle équipe déjà des satellites européens, des satellites français, des satellites Oui. Gotché par exemple. C'est les premiers Il qui y a me eu viennent le en tête. premier, il y a eu le premier satellite, même commercial. Alors là, donc ça veut dire que sur les sondes en général, on teste ça sur les sondes en premier. Enfin, non, on teste ça sur des démonstrateurs. Ensuite, les premières utilisations, souvent, c'est des sondes qui ont vraiment besoin d'une énergie de dingue. Et ensuite, c'est du commercial. Et le premier satellite commercial construit par Airbus avec un moteur ionique, il est parti il y a 1 ou 2 ans, un truc comme ça. Donc ça Ouais. veut dire que oui, en Europe, on maîtrise quand même depuis quelques années. Oui, 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 par contre, on sait pas, machin. Ok, voilà. Donc, toujours, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc voilà, tu as Euh, parlé d'énergie pour les, pour les moteurs ioniques. Donc on en parlait tout à l'heure, hein, pour avoir des orbites à haute énergie. Alors oui, qu'est-ce qu'un voilà. moteur ionique? Je vais pas y revenir dessus. Donc c'est un moteur qui propulse très rapidement parce qu'il y a l'épisode dédié à ça dans la série sur l'exploration spatiale qui est dans les ressources documentaires du groupe dans le fichier onglet. Dans le non, dans l'inverse. Dans l'onglet L'onglet fichier fichier. du groupe. Je vais mettre le lien là en commentaire. Donc Voilà. vas-y, décris pendant que je cherche. Ok. Donc il y a ce petit post, l'épisode 7 ou 8 de la série, qui parle spécialement des moteurs ioniques. Donc très rapidement, c'est au lieu d'avoir une combustion pour chauffer des gaz et avoir un gaz de propulsion très efficace. Là, on chauffe pas. La vitesse des gaz d'éjection n'est pas obtenue par la pression et la température, mais elle est obtenue par l'accélération des charges électriques. Donc, on a un gaz ionisé, donc avec des charges électriques, des électrodes ou un champ électrique, et euh, ça accélère les charges électriques du gaz. Donc, c'est pas puissant du tout, mais on fait pas plus efficace comme moteur. Donc là où on disait que la Falcon 9 était complètement nulle pour faire des orbites à peine plus haut que l'orbite basse, donc, parce que c'est du kérosène, donc c'est pas du tout c'est puissant mais c'est pas du tout efficace. Pour faire des orbites vers Mars, des trajectoires vers Mars ou envoyer 3 satellites très lourds vers l'orbite géostationnaire, il faut de l'hydrogène. En chimique, on fait pas mieux. Par contre, on fait beaucoup mieux mais en électrique. Et ça, c'est utilisé quand on a encore besoin de beaucoup plus d'énergie et d'avoir une consommation carrément ridicule de carburant pour avoir des incréments de vitesse énormes, au prix de poussées très longues parce que c'est pas puissant du tout, mais on a des incréments de vitesse énormes parce qu'on a une consommation très faible. Donc ça, c'est utilisé Alors, pour des satellites qui ont besoin d'une très longue durée de vie. ça répond Euh, également à la question, le moteur ionique sur fusée, enfin, ça a une poussée beaucoup trop faible. Ah oui, non, non, il n'y a pas de moteur ionique sur les fusées, c'est sur des petits satellites ou des petites sondes, pas plus. Soit pour des satellites qui ont besoin d'une très grosse durée de vie, par exemple, je pense à Gotché. Ouais. Gotché, ça mesure la gravité, c'est européen aussi, ça mesure la gravité de la Terre. Euh,
un peu partout. Euh, Ça a besoin de faire des grosses cannes, donc c'est en orbite très basse. Mais en orbite très basse, il y a beaucoup de frottements atmosphériques. Donc là, on a un moteur ionique qui brûle carrément en permanence et pendant des années. Donc on a une très Bah, petite Yabusa, poussée. là. Donc, Yabusa, ça va être 6 mois j'y non-stop. viens, ouais, j'y viens. Ouais. Oui, pardon. Euh, donc, on est constamment en train d'allumer le moteur pour compenser les tout petits frottements atmosphériques, mais ça brûle pendant des années, quoi. Donc on reste sur la même orbite. Et à Hayabusa, évidemment, ou Dawn, ou d'autres petites sondes comme ça, là c'est pour aller vers des astéroïdes. Donc on a besoin de faire des trajectoires de fou, avec des incréments de vitesse de fou. Et ça, bah, il n'y a que les moteurs ioniques pour pouvoir le faire. Donc évidemment, c'est des poussées, des allumages très très longs, mais il n'y a que ça qui peut le faire. Avec un moteur conventionnel, j'ai envie de dire, il faudrait un carburant, une masse de carburant absolument gigantesque pour faire ça. Ouais. Alors en plus, sachant Euh, que non, il y a une limite qu'on pourra pas dépasser de toute oui, façon de toute avec façon, il y le aura carburant, c'est qu'en gros, avec le carburant, on peut pas aller plus vite que la vitesse des gaz qu'on éjecte. Et oui. la vitesse des électrons, enfin, des ions qu'on envoie avec les moteurs ioniques est supérieure aux moteurs chimiques, et donc du coup, factuellement, on pourra pas dépasser ça. Il paraît qu'en 2024, il y aura une navette Orion qui se posera sur la Lune. Alors, C'est pas c'est une une navette, capsule, hein, c'est pas une une capsule navette. Orion. Et c'est pas en Et alors, 2024. bon, alors, ils annoncent 2024 et ce sera pas Orion. Ils ont dit que Orion allait se docker à un atterrisseur et c'est l'atterrisseur qui se posera et tout. Oui, comme Apollo. Euh, voilà, donc à voir ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est ce qu'ils veulent. Il y avait un truc sur la magnéto, je sais pas quoi, pour la propulsion, je crois que tu connais. Je vais retrouver ça. Je crois que c'est du domaine de la science-fiction, ce truc-là. Magnétoplasmique, oui, c'est du domaine de la recherche, pas de la science-fiction, mais de la recherche. D'accord. Magnétoplasmique, donc c'est un peu pareil, sauf que les moteurs ioniques, c'est une accélération électrostatique. Là, on a des accélérations magnétiques, euh, un peu comme deux aimants qui se repoussent. Sauf que c'est un aimant et du gaz, mais bon, c'est un peu le même problème. Donc on est plus efficace en étant un petit peu plus puissant. Mais c'est du domaine de la recherche. Diminuer le temps pour aller sur Mars, bah ça pas vraiment parce que soit on utilise des moteurs ioniques mais qui ont une poussée ridicule donc voilà ça vaut pas trop le coup, soit on utilise des moteurs chimiques mais ça consomme beaucoup donc faut attendre après, on peut pas l'allumer longtemps donc faut attendre. Je suis pas vraiment confiant dans le fait que et surtout 5-10 ans c'est beaucoup trop court, hein, je pense. Enfin, 5-10 ça ans, me ouais, au paraît niveau mort de moteur. Bah, réduire le temps ouais, de... on en a parlé hier. Donc pour réduire les temps de trajet, en fait, il faut pas prendre des trajectoires normales. Il faut avoir des trajectoires beaucoup plus énergétiques, mais qui nécessitent de fournir la même énergie au final pour en gros freiner quoi. C'est l'équivalent d'accélérer plus pour freiner plus. On en parle plus en détail hier dans le live pour Persévérance et j'en parle aussi Ouais. encore plus en détail dans dans mon premier live sur KSP d'hier après-midi. Dans 5 ou 10 ans, non, mais ouais, plus tard, pourquoi pas. Si on relance les programmes de moteurs nucléaires ou les magnétoplasmiques, éventuellement, ouais, éventuellement. Mais pas dans 5 ou 10 ans, ouais, comme disait Théo. Ta, 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 Quels sont les ta. changements avec Ariane sur la volonté politique d'un grand commandement de défense? Ah ouais, alors, Je sais pas. Pour le coup là il clairement. y a rien. Le commandement de défense, hein, pour rappel, l'espace est militaire depuis le début de l'exploration spatiale. L'armée de l'espace, ou la Space Force aux États-Unis, ça sert juste à rebudgétiser parce que tout le militaire spatial était contrôlé par l'armée de l'air avant. Donc là, pour bien séparer les deux trucs, on a créé un nouveau commandement, mais il n'y a rien qui change. Parce que Puis bon avant, il y après il avait y a rien. l'armée, il y avait le centre de commandement Cosmos en France. Donc le commandement Cosmos, c'est la base militaire qui contrôle les satellites. Alors, par exemple, les satellites Helios, qui sont des satellites d'observation. Après, Ariane Group est une entité qui appartient à Airbus et Safran. Ariane Espace appartient à Ariane Group, donc a priori, à partir de là, c'est aussi extrêmement, même s'il y a un droit de regard au niveau sécurité dessus, ça reste, il y a aussi beaucoup d'industrialisation à ce niveau-là. Voilà. Je suis pas sûr que ce soit vraiment très impacté par Donc ce il n'y a niveau pas de technique. changement politique. Le changement, c'est que là où Cosmos appartient, le centre Cosmos appartenait à l'armée de l'air, maintenant ça appartient à l'armée de l'espace. Et c'est tout.
Ou le missile décolle-t-il? C'est une fusée aérienne, c'est pas un missile, hein. Un missile, c'est pour tuer des gens. Ça, c'est une fusée. Alors, c'est la technologie est parfois la même, c'est un moteur fusée, mais le but est un peu différent. Et il C'est décolle de juste qu'au lieu courant de en mettre un satellite, Guyane. on a une technique nucléaire. Mais... magnétoplasmique à impulsion spécifique variable, ça c'est Vasimer. Non, alors ça c'est vraiment de la science-fiction. Donc c'est l'apogée des propulseurs magnétoplasmiques. Donc là, oui, si on avait ça, ouais, on aurait à la fois puissance et efficacité. Donc là, ça serait bien pour faire des trajectoires inefficaces. Donc c'est-à-dire des trajectoires plus rapides. La voile solaire pour Mars, bah non, c'est comme le Ioniq en termes de puissance, hein, c'est ridicule, Bah, quoi. c'est même encore plus faible. Beaucoup plus Alors, faible. oui, en plus, c'est plus faible. Donc, enfin, Bon, la là, voile pour, solaire, c'est pour emmener quelques grammes. Quelques grammes, il n'y a même pas la place de mettre un appareil photo. ou alors un truc, enfin, faudrait une voile solaire gigantesque, mais l'accélération, en plus, l'accélération décroît avec Pareil, la hein, vitesse. ouais, l'accélération décroît avec la vitesse et avec la distance aussi, donc Avec la distance, pardon, avec le carré de la avec les distance. distances, avec le C'est-à-dire carré de la qu'on est distance. 2 fois plus loin, on a 4 fois moins d'énergie et on accélère 4 fois moins. Donc, Tous ces il y a un systèmes moment. de propulsion, ils sont dans le lien, ils sont dans le lien qu'a posé Théo, hein. Allez, Donc j'ai c'est posté sur le lien. différents épisodes, Je vous le reposte mais là. on parle, Exploration spatiale. Donc, mettez-le si vous êtes sur PC, faites un clic molette dessus et ouvrez-le dans un nouvel onglet. et on parle de Vasimer aussi, hein. Donc c'est dans tous les épisodes, vous avez la liste des épisodes de la série. Il y a aussi d'autres articles intéressants. Il y a Adrien qui avait fait pas mal d'articles intéressants sur la masse du photon, mais pas que. Il a fait plein d'articles. Ouais, tout ça c'est dans les ressources documentaires. Est-ce qu'on peut voir quelque chose depuis la France? Ça a été déjà posé comme question, mais on va y répondre, on va y répondre. Donc non, on ne voit rien depuis la France puisque c'est lancé à l'équateur. C'est lancé depuis l'équateur sur l'équateur, donc ça passe pas au-dessus de nous. À quelle heure le décollage? La fenêtre va de 23h30 à minuit et quart. Donc ils n'ont plus que 10 minutes pour lancer. Si c'est pas réglé, ça va être reporté à au moins demain. Ouais, sachant que c'est de l'orbite géostationnaire, ça peut être théoriquement lancé tous les jours. Enfin, physiquement, grosso modo, ça peut être lancé tous les jours à la même heure. Après, bon bah oui, il faut que les équipes elles dorment, il faut que les équipes elles se reposent, c'est week-end. Bon bah du coup peut-être que ce sera pas demain pour X oui, raison X ou Y. Mais physiquement, voilà, on pourrait le lancer demain, quoi. Ça permettrait d'atteindre la bonne orbite à la même heure. Ouais, si un décollage de nuit, c'est vraiment magnifique sur Ariane. Les boosters sont extrêmement lumineux. Il y avait un photographe qui a fait des Ah oui. lancements Atlas 5 et autres, et c'est extrêmement lumineux. Eric Botlander, une pensée en voyant le nuage passer à tous ceux qui regardent H24 les lives de Starship. Ah ouais, non mais c'est Je ne pareil. sais pas comment vous pouvez voir ça. C'est vrai que c'est des lives où il y a 10 secondes de burn sur 5 heures de live. Faut voir la motivation. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en attendant. Alors On a la peut-être chance que ça soit loupé. reporté à un autre jour augmente de plus en plus. Plus on arrive à minuit et quart, plus la chance que ce soit reporté augmente. Et malheureusement, ils ne sont pas aussi bons que United Launch Alliance quand même. Donc il n'y a pas beaucoup d'infos. Oui. Aucun commentaire ni rien. Combien de G maxi sur les décollages d'Ariane 5? Ah bah tiens, ça, il y a une image. Je t'ai mis le graphe de l'accélération. Attends. Hop. Tic. Ah oui. Graphe accélération et on monte jusqu'à un peu plus de 4G, 4,2 G maximum avec les boosters. Alors évidemment, alors les boosters ont un profil un peu particulier, ils ont une poussée maximale à l'allumage et la poussée décroît avec le temps. C'est pour optimiser la puissance Ah, vraiment au décollage pour l'arracher du sol.
Non, non, il y a, au contraire, pour le coup, il monte à 7,5 méganewtons peu après le lancement, genre 20 secondes après, et après ça décroît. Pour Ariane, c'est vraiment un Ouais, profil il y à a la une con. espèce de. Ouais, c'est un profil bizarre. Mais bon, grosso modo, ça décroît au cours du temps. Pour vraiment maximiser la poussée pour s'arracher du sol. Et ensuite, on a besoin de moins de poussée vu qu'on a déjà l'inertie. Et évidemment, au fur et à mesure que les réservoirs se vident, la fusée est plus légère, mais pour la même poussée, donc l'accélération augmente. Et on monte ouais, jusqu'à 4,2 G. Non, alors c'est beaucoup plus intense que les fusées habitées, hein. Les fusées habitées, ça monte pas plus de 3 G. Il y avait la Saturn V qui allait jusqu'à 4G aussi. Ouais. Et la navette, elle limitait, elle avait des moteurs avec une variation de puissance de dingue. Et du coup, elle pouvait laisser à 3G à la fin. Comment sont financés ces programmes de lancement? Bah ça, c'est un vol commercial. Donc, il y a des compagnies privées qui ont dit, nous, on veut un satellite, soit pour des télécoms. Ah, message, C'est reporté ça va partir. Ouais. Alors, je demain. propose du coup de lancer, de regarder un live d'un autre Oui. vol, le précédent. Oui. Je vais te passer le lien. Comme ça, Donc au ça moins, sera bah, vous serez pas reporté, venu pour rien. reporté demain. Donc demain soir, il y aura exactement comme ce soir, il y aura l'annonce sur le groupe épinglé. Donc ça sera la première publication que vous verrez en allant sur la page du groupe. Et sur cette annonce, il y aura toutes les informations. Donc la date c'est demain et il y aura l'heure exacte du début du live. Pour l'instant on l'a pas exactement. Mais restez du coup pour le vol VA252. Donc, mets le timer à 33 minutes pour être à témoin une minute. Donc là, on va voir malgré tout un décollage, hein, histoire que vous ayez pas attendu pour rien. On va voir Une Ariane, le dernier décollage, le précédent. Ouais. le précédent décollage. Combien Dis-moi tu quand m'as tu dit? mets 32, moi j'ai mis 32 minutes 20. Dis-moi quand tu mets play qu'on le mette en même temps, comme ça je suis synchro niveau son. Ariane refurbishée, bah non, il n'y a pas pour Alors je l'instant suis à de d'idée sur 32, 17. 32-17. Ok, vas-y. 3, Alors 2, attends, non, 1. non, Ah non. non, ok. Je te laisse faire le décompte, je m'aligne. Hop, et 3, 2, 1. Donc ça, c'est pas le lancement. Le lancement d'aujourd'hui est reporté à demain soir. Il y aura toute l'annonce. Et donc là, ce qu'on voit, c'est le replay du lancement pour pas être sur notre fin. Le précédent Février. lancement. Donc là, ce soir, on aurait dû assister au VA 253, qui sera du coup demain. Et là, on voit le replay de VA 252. Donc c'était il y a quelques mois, avant l'année Ouais. dernière peut-être même. Donc là, ouais, les gens qui ont la chance d'être. Ouais, c'était avant le confinement, hein, forcément, ils avaient pas le masque et tout. Oui, toujours depuis Kourou, et puis bah, c'est de nuit aussi, hein. Et pareil, c'était du géostationnaire, tout ça. Alors, c'était un satellite coréen et Docomo, je ne sais pas ce que c'est. Et donc vous allez revoir tout ce qu'on a commenté pendant une heure là. Donc les boosters très lumineux, la poussée de 10 méganewtons, donc la poussée énorme. Et là il y avait que deux satellites, hein. Enfin que deux satellites. C'est déjà énorme. Avec les bras qui vont se détacher aussi. Et la fusée ne décolle pas à zéro. Voilà, les bras qui alimentent en hydrogène et en oxygène qui se détachent. Et à zéro, allumage du Vulcain. Et ça ne décolle qu'après. 4 secondes. Enfin, 6 secondes et quelques. Non, 7 secondes, ouais. Voilà. Et ça part très 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 vite. Allez, c'est un truc de dingue, la puissance. Donc c'est très lumineux, hein, c'est le problème. Propulsion nominale. Ça éclaire les nuages comme pas possible. Ah ouais, là c'est des boosters à poudre, hein. Donc là c'est très chaud et
Oui, on le répète, c'est un replay là. Ouais, c'est un C'est replay. Tous les Avec paramètres le à nombre bord de. sont Ouais, normaux. dès que ça passe dans Un les nuages. moment exceptionnel, très émouvant. C'est la deuxième fois. Donc ouais, la Ariane a atteint le mur du son en 35, enfin moins de 40 secondes. Hein. C'est vraiment une accélération de dingue. Ouais, une accélération de fou. Et vous voyez, donc on en parlait tout à l'heure, c'est tout de suite très penché. Hein. Ouais, plus on a une accélération importante, plus on penche vite rapidement. Voilà, donc le décollage, le lancement un peu décalé, contrairement aux autres fusées où les moteurs sont allumés avant le T égale 0. Et Là, on allume au le compte à moteur rebours, à 0, on a le décollage du sol. Là, c'est l'inverse. À 0, les moteurs s'allument et on a le décollage quelques secondes après. Et à l'inverse des Japonais, on n'a pas le décompte après. Oui, ça, c'est bien. Voilà. Donc voilà ce qu'on verra demain, si tout va bien. Alors oui, il n'y a pas de caméra vraiment en live, il y a des rediffusions pour la séparation des EAP et la séparation de la coiffe qu'on verra à 2 minutes et à 3 minutes. Enfin 2 minutes 15 et 3 minutes 30. Donc voilà ce qu'on verra demain si tout se passe bien. Donc oui, ça part très très vite, hein, puisque c'est à poudre. Et vous regardez un lancement d'Ariane 5, et vous regardez un lancement de SpaceX à côté. SpaceX, ça paraît lent, hein. Ça paraît... T'as l'impression que la fusée est au ralenti. Ouais, pareil d'Atlas 401 là, sans aucun booster. Ah ouais, c'est fou. Donc elle a aussi, toujours dans le replay, la séparation des boosters. Ouais. Et c'est lancé au crépuscule, hein, ou vraiment au début de la nuit. Donc c'est pour ça, avec la vue caméra embarquée, on voit la partie qui est encore dans le jour de la Terre. Bah, pas de quoi, on s'est toujours dit que si vous avez attendu pour un live, même nous on a attendu aussi, et c'est toujours sympa de voir quand même un lancement quoi. Ouais. C'est pas au lieu de roquette. C'est pas toi qui as parlé déjà de missile tout à l'heure, c'est pas une roquette, c'est une fusée. Où ça? De l'avant-dernier C'est pas com. une Pourquoi navette l'agence spatiale spatiale au européenne lieu des roquettes? Parce que c'est une les fusée, navettes c'est pas spatiales, une roquette c'est pas rentable. aussi. C'est pas rentable. Et c'est pas l'agence spatiale européenne, c'est Ariane Group. Donc, ouais, c'est Ariane Group qui fait les fusées. Hein. C'est jonction entre joint venture entre Airbus et Safran. C'est privé, hein. C'est pas l'agence spatiale européenne. Donc voilà, bah à demain pour tout le monde. On se quitte sur ce replay du précédent lancement d'Ariane, donc ce qu'on aurait dû voir ce soir et qu'on va voir demain, si On tout se passe espère, bien. ouais. Donc demain soir, normalement à la même heure, ça sera confirmé sur l'annonce, le post d'annonce sur le groupe. Donc de la même manière, vous pourrez activer le rappel, etc. En espérant que le rappel fonctionne, a priori ça fonctionne pas pour tout le monde malheureusement. Et ben voilà, merci quand même de nous avoir suivis jusqu'au bout. Ouais, Et puis on merci vous à donne vous. rendez-vous à demain sans faute. Et on va évidemment se répéter un petit peu pour les Ouais. commentaires, pour présenter la mission. La fusée, la mission. Et oula, attends, hein, elle me parle un mauvais anglais dans l'oreille là, ça va pas. Donc je disais quoi? Donc oui, on va représenter la mission, etc. Représenter la roquette. Donc si bon ceux qui n'ont pas pu voir ce soir, bah ils sont pas là donc ils m'entendent pas, mais vous leur direz qu'ils ont rien raté. On va tout répéter demain. Donc à demain tout le monde. Et puis merci. Merci à vous. Au revoir. Salut.